Donald Trump vient de franchir un cap important dans la lutte contre la gauche radicale. Il a annoncé que George Soros, le multimilliardaire derrière des dizaines de causes progressistes dans le monde, fait l'objet d'une enquête pour financement de groupes terroristes. Et il ne s'agit pas d'une énième déclaration sans substance. La Maison-Blanche a signé un mémorandum officiel. Le département de la justice a déjà mobilisé ses procureurs et tout l'appareil d'État se prépare à poursuivre ceux qui alimentent la violence politique aux États-Unis. Bonjour à tous. Si vous n'avez pas vu passer l'information, jeudi dernier, le New York Times a rapporté qu'un haut fonctionnaire du département de la justice des États-Unis avait émis une directive à au moins 7 parquets fédéraux. Celle-ci demande de préparer un plan d'investigation très détaillé sur l'Open Society, un réseau mondial financé principalement par l'investisseur multimilliardaire et donateur démocrate George Soros. Soros a fondé l'Open Society il y a plusieurs dizaines d'années afin de financer des initiatives démocratiques à travers le monde, en particulier dans les pays communistes et anciennement communistes. Puis, dans les années 90, l'organisation a étendu ses activités aux États-Unis. Sur le papier, elle déclare accorder des subventions à des groupes qui œuvrent en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de l'équité. Mais de nombreux analystes et journalistes indépendants estiment qu'il s'agit en réalité d'un réseau qui encourage les troubles civils, les manifestations violentes et la destruction de biens, notamment à travers des groupes comme Black Lives Matter ou Antifa. Les républicains disent la même chose, et face à eux, les libéraux affirment que ces allégations sont fausses et visent à étouffer la dissidence. Mais quoi qu'il en soit, le département américain de la justice a maintenant demandé aux procureurs de lister tous les éléments allant à l'encontre de la loi RICO pour les retenir contre Soros. La loi RICO est la loi américaine servant à poursuivre les organisations corrompues influencées par le crime organisé. C'est notamment grâce à elle que les cartels ont été démantelés aux États-Unis. Selon cette directive, plusieurs chefs d'accusation pénaux sont envisagés, comme le crime organisé ou le soutien matériel au terrorisme. Maintenant, l'une des questions que beaucoup pourraient se poser, surtout ceux qui connaissent peu les activités de Soros, c'est pourquoi le gouvernement Trump a décidé de le poursuivre. En fait, s'il a maintenant 95 ans, Soros reste un ennemi déclaré de Trump, et plus largement du mouvement conservateur. Son rôle ne s'arrête pas à sa fondation, c'est aussi un investisseur majeur dans le secteur des médias, et ses investissements visent clairement à promouvoir sa vision politique. Son réseau d'influence touche des géants comme le New York Times, le Washington Post, CNN et ABC. En Europe, l'Open Society a été l'un des plus importants donateurs privés du secteur médiatique. Entre 2004 et 2013, la fondation a versé près de 1,4 million d'euros au Conseil de l'Europe. Et plus largement, entre 2016 et 2020, le réseau de Soros a financé 253 groupes de journalisme et de médias activistes à travers le monde pour un montant total de 131 millions d'euros. Depuis les années 80, il a financé pratiquement toutes les causes progressistes possibles. La cause de l'avortement, celle de l'euthanasie, des unions entre personnes de même sexe, la cause LGBT ou encore celle de l'éducation sexuelle à l'école. On estime ainsi qu'il a donné plus de 32 milliards de dollars. Mais comme je vous le disais plus tôt, Trump soupçonne aussi Soros d'avoir financé des manifestations violentes comme celle de Black Lives Matter et d'Antifa. C'est une journée historique et importante. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que l'ensemble du gouvernement s'efforce de démanteler le terrorisme de gauche, de démanteler Antifa, de démanteler les organisations qui ont commis ces actes de violence politique et de terrorisme. Si l'on examine les événements passés depuis les émeutes qui ont débuté avec le mouvement Black Lives Matter jusqu'aux émeutes Antifa, en passant par les attaques contre les agents de l'ICE, les campagnes de doxing et autres assassinats politiques, on constate qu'il ne s'agit pas d'événements isolés. Cela fait partie d'une campagne organisée de terrorisme radical de gauche. Elle est structurée, sophistiquée, elle est bien financée, elle est bien planifiée, il n'y a vraiment aucun parallèle à cela, rien de comparable dans le pays à l'heure actuelle. Il existe tout un système d'organisation qui fournissent de l'argent, des ressources et des armes. Si vous regardez Soros, il est au sommet de chaque mouvement. Parfois on se demande s'il peut vraiment être impliqué dans autant de choses. Mais il est présent dans tous les articles que je lis. Tous les articles que je lis parlent de Soros. Donc je pense qu'il serait un candidat probable. Un frisson parcourt les couloirs de Bruxelles. Ce qui n'était hier qu'un murmure devient aujourd'hui un grondement assourdissant. Ursula von der Leyen, jadis incarnation d'une Commission européenne autoritaire, est respectée,
vacille. Ses alliés se détournent, ses opposants avancent, et l'équilibre fragile d'une union censée unifier semble s'effriter sous ses yeux. Pendant des années, les critiques venues de Varsovie ou Budapest étaient balayées comme des éclats populistes. Mais désormais, la contestation a changé de visage. À Varsovie, le nouveau gouvernement polonais défie ouvertement la légitimité de Bruxelles à surveiller ses réformes judiciaires. À Stockholm, la Suède menace de suivre sa propre voie en matière climatique. À Berlin, soutien historique de la Commission, les hésitations se multiplient, prisonnières de pression interne. Même à Paris, Emmanuel Macron laisse filtrer des doutes sur la rigidité bruxelloise. L'unité n'est plus une évidence. Elle devient une fiction. La fracture souverainiste s'élargit. Giorgia Meloni, longtemps marginalisée comme anomalie droitière, capte désormais un écho croissant. Son slogan d'une « Europe des nations » séduit bien au-delà de Rome. De Vienne à La Haye, de Copenhague à Lisbonne, des gouvernements jusque-là modérés dénoncent une bureaucratie européenne déconnectée des peuples. Viktor Orban résume brutalement l'ère du temps. Bruxelles punit l'indépendance. Quand nous agissons pour nos citoyens, nous sommes sanctionnés. Quand nous obéissons, nous sommes applaudis. Le malaise n'est plus théorique. Il se lit dans les chiffres. Un eurobaromètre récent révèle que moins de 45% des Européens estiment que l'Union reflète leurs préoccupations. Dans les campagnes, les agriculteurs bloquent les routes. Dans les capitales, les familles peinent à joindre les deux bouts. Face à cela, von der Leyen répète les mêmes mantras. Unité, transition verte, solidarité. Mais ces mots sonnent creux. Elle parle de numérique quand les routiers protestent contre la hausse des péages, de défense collective quand les électeurs réclament pouvoir d'achat et souveraineté. Plus inquiétant pour la présidente de la Commission, la contestation traverse désormais les clivages idéologiques, des centristes autrichiens aux libéraux néerlandais, des sociodémocrates portugais aux conservateurs suédois. La question est la même. Qui gouverne réellement l'Europe ? La Commission est-elle garante de l'intérêt commun ou simple bras exécutif des élites et des cercles transatlantiques ? Son alignement constant avec l'OTAN et le complexe militaro-industriel alimente les critiques. Bruxelles gouverne par décret, loin du suffrage populaire. Dans les coulisses du Parlement européen, l'orage s'annonce. Même parmi ses alliés, certains demandent à von der Leyen de ne pas briguer de second mandat. Son style jadis perçu comme ferme paraît désormais rigide, cassant, incapable de regagner la confiance perdue.